Aujourd'hui, nous allons parler d'un épisode méconnu de la Première Guerre mondiale. Et voir que parfois, un grain de sable ou une poignée peuvent changer le cours de l'histoire. 1914. Après un siècle calme de développement technologique et industriel, l'Europe pense que le progrès sera sans fin. C'est l'époque de Pasteur, Gustave Eiffel et des grandes découvertes. La guerre éclate à l'été 1914, lorsque l'archiduc d'Autriche et son épouse furent assassinés par un jeune étudiant serbe. Cette tragédie poussera, de par le jeu des alliances, le monde dans la guerre. L'Autriche-Hongrie entreprendra de se venger de la Serbie, celle-ci protégée par les Russes et la France. L'Allemagne soutiendra son allié germanique et elle a hâte d'en découdre avec la redoutable France, sa rivale sur le plan militaire depuis Napoléon. Rappelons que celui-ci a détruit le Saint-Empire romain germanique. En effet, la cohésion des pays comme l'Allemagne ou l'Italie fut en grande partie fondée par rivalité face à la première puissance de l'époque, la France. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et l'Italie forment la Triple Entente, et ils font face à la Triple Alliance composée de la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Les belligérants seront aidés par leurs alliés et leurs colonies. Le conflit s'étend rapidement sur les 5 continents et les progrès des armes telles que l'artillerie lourde ainsi que les mitrailleuses entraînent l'émergence d'une guerre d'un autre type, la guerre de position, ou la guerre des tranchées. Les hommes s'enterrent et attaquent l'ennemi par tous les moyens, fusils, sabres, lance-flammes et même obus au gaz. En effet, les fusils à répétition sont devenus si précis et l'artillerie si redoutable que toute action hors des tranchées devient dangereuse. Après la défaite russe à Tannenberg, il fait aucun doute que le sort de la guerre se jouera en France. C'est le duel franco-allemand qui décidera du destin de l'Europe. La bataille de Verdun est le duel par excellence de cette guerre, car elle oppose les deux grands adversaires que sont les Allemands et les Français. Ces peuples, autrefois frères sous Charlemagne, devront se battre ici de toutes leurs forces pour l'emporter. C'est pas moins de 2/3 de l'armée française qui s'y battront à tour de rôle pendant 9 mois. Après avoir vu le plan Schlieffen échouer à moins de 100 km de Paris, les Allemands veulent reprendre l'initiative et sortir de l'enlisement. Le général von Falkenhayn et le fils du Kaiser, le Kronprinz, concentrent les meilleures forces allemandes pour saigner l'armée française à Verdun et pour percer sur cette zone mal défendue. Rappelons que la France n'est peuplée à cette époque que de 40 millions d'âmes, contre 70 millions pour l'Allemagne, qui voit ses effectifs renforcés suite à la défaite russe. Les Allemands mènent une offensive de grande envergure sur la Somme, face aux Britanniques et aux Français. Mais certains historiens s'accordent à dire que la percée finale devait se faire à Verdun. Avec plus de 10 voies ferrées, les forts français désarmés pour d'autres fronts et la zone mal défendue, il s'agit de l'endroit idéal pour saigner l'armée française déjà bien affaiblie. Les Allemands ont préparé leurs Sturmtruppen, rudes soldats d'élite endurcis par les combats, appelés les nettoyeurs de tranchées pour prendre les positions des poilus au lance-flammes ou au corps à corps. C'est sans compter sur la détermination de l'armée et l'ingéniosité des chefs qui commandent la défense. En effet, le général Pétain vient d'être affecté pour défendre la zone. Cet homme charismatique était apprécié de ces hommes, car il était un des rares généraux à ne pas s'acharner sur des offensives inutiles, et il préservait bien souvent la vie de ces hommes en demandant le repli stratégique. À cette époque, les généraux ne combattent plus en première ligne comme ceux de Napoléon avec leurs troupes, mais coordonnent à plusieurs centaines de kilomètres. Le général Pétain a appris grâce au miracle des taxis de la Marne à compter sur la motorisation. Bien que le nord du pays, composé de la majeure partie de l'industrie, soit occupé, l'industrie française se reforme au sud. Et elle rivalise très vite, de nouveau avec son adversaire, jusqu'à accomplir l'exploit de le surpasser. Les 2 voies ferrées du côté français ne seront pas suffisantes pour acheminer des renforts. Il fait équiper une seule route sur laquelle circulera des camions sans interruption. Cette artère vitale appelée la Voie Sacrée permettra aux Français de tenir la zone sous un déluge d'obus. Pétain améliore la vie des soldats tout en les visitant sur le front, goûtant leur vin et assurant une logistique toujours efficace pour les vivres et le courrier. Il instaura ce qu'on a appelé le tourniquet, c'est-à-dire un roulement des effectifs et de relève réguliers pour permettre aux hommes de se reposer, à peu près toutes les 3 semaines. Les soldats engagés seront ainsi plus combatifs lors des combats.
aucun mètre carré ne fut épargné, et c'est plusieurs millions d'obus qui entraîneront la mort de plus de 70% des effectifs. Ernst Junger, Sturmtruppler d'élite, dit « Je suis prêt à mourir au combat, mais pas comme un insecte écrasé sous les bombes, mais d'homme à homme. » Héritiers de la discipline prussienne, les poilus devront faire face au fer de lance d'une armée prête à en finir. La première ligne du conflit se situe proche du Bois des Corps. Cette zone peu défendue est occupée par le 56e et le 59e bataillon, environ 1200 hommes, jusque-là assez épargnés par le conflit. Ces hommes de majorité provenant des zones occupées sentent que quelque chose se prépare en face. Leur chef est le lieutenant-colonel Émile Drian. Cet ancien militaire de 59 ans a renoncé à sa paisible vie de député et d'époux pour servir sa patrie. Trop âgé pour servir, il demande à ses relations de lui permettre de faire son devoir à nouveau. Après une jeunesse en tant que bras droit du controversé Boulanger, il épousera même une de ses filles. Il se fit connaître en politique et par sa morale toujours en accord avec ses actes. Il guidera les chasseurs lors de cette bataille, qui porteront le nom des chasseurs de Drian. La nuit est longue ce 20 février 1916. Les hommes se tiennent prêts. Ils transmettent à leurs supérieurs que quelque chose de terrible se prépare. Ces poilus sont des Français du rang, mais ils viennent des campagnes et sont endurcis par le travail des champs ou des usines et sont motivés par leur amour de la patrie. Ils furent d'ailleurs éduqués dans l'idéal chevaleresque de Bayard et de Jeanne d'Arc. On leur a appris à l'école que les Alsaciens attendent que des braves les libèrent. C'est d'ailleurs cette éducation qui entraînera la stratégie catastrophique du début de guerre, communément appelée l'attaque à outrance. Mais la Furia Franzose de l'époque des guerres d'Italie est révolue, fauchée d'un coup d'une rafale de mitrailleuses. La bataille commence. Une nuit entière où les canons crachent le feu, aucune zone n'est épargnée. Les Allemands pensent que nul n'a survécu et envoient leurs troupes à l'assaut général. Plus de 2 divisions, c'est-à-dire plus de 15 000 hommes suivis d'une immense armée sont envoyés pour conquérir les tranchées. Aucun obstacle ou barbelé n'est resté sur place. Tout a été littéralement pulvérisé sous les bombes. C'est alors que des corps encore vivants sortent de leurs trous et la terre qui les ensevelissait à moitié. Pour certains blessés, mais tous assommés par la nuit qu'ils venaient de subir. Un déserteur allemand, prisonnier la veille, les avertit que l'attaque se fera sans utilisation de gaz, car la première ligne ne fut pas équipée de masques, mais de lance-flammes. Les poilus reprennent leur position et s'organisent autant que faire se peut et créent la surprise générale. Ils tiennent et ne rompent pas les rangs. Pire encore, ils réorganisent leurs forces et contre-attaquent et reprennent même des tranchées perdues dans la matinée, tout en infligeant de très lourdes pertes aux troupes d'assaut. Beaucoup succombent lors de ces assauts, désespérés, mais ils freinent l'attaque 2 jours durant. Mais leur courage ne suffit pas. Le lieutenant-colonel a tout juste le temps de transmettre un dernier message à l'arrière pour demander plus de renforts, et il se tient, fusil à la main, aux côtés de ses soldats. Il remit son alliance à un orphelin de guerre qu'il avait recueilli, en lui demandant de la ramener à son épouse. Il épargna la vie du jeune homme par la même occasion. Les combats sont terribles. L'ordre du repli est donné et les survivants se retirent en 3 colonnes. En escortant l'une d'elles sous les tirs et bombardements, le vieil officier se traîne de trou d'obus en trou d'obus. C'est après avoir fait un bandage à un de ses soldats blessés qu'il se relève et qu'il est touché à la tempe par une balle de mitrailleuse et qu'il s'effondre en disant « Oh là, mon Dieu !» Ce temps gagné a permis à Pétain de renforcer la ligne arrière qui ne sera plus jamais perdue. Et c'est après 8 mois de bataille acharnée et plus de 600 000 morts qu'ils vont continuer à se battre et l'emporter. Comme le dira Winston Churchill quelques années plus tard à propos des pilotes de chasse de la Royal Air Force, jamais un si grand nombre n'a eu de dettes aussi grandes envers un si petit nombre. Les victimes de ce conflit furent inhumées et sont commémorées chaque année au lieu de leurs actes. Les soldats allemands offrirent une tombe au lieutenant-colonel Drian qui repose là où il est tombé. Le sens du devoir se doit d'être mérité. Ces gens sont-ils morts pour un territoire, un drapeau, une culture, ou encore poussés par les industriels de l'armement et des politiques? Ou bien se battaient-ils pour une idée? Au final, il ne reste plus que ça.